La seconde question, c'est que moi je suis quand même assez surpris qu'on laisse un petit peu courir l'idée que les agents des compagnies de sécurité en Irak ou ailleurs n'ont aucune responsabilité. En termes, je pense que vous le confirmerez, en termes de droit international humanitaire, les individus, s'ils commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, sont passibles de toute façon, et quoi que dise le Pentagone dans ce cas-là, ils ne sont pas en aucun cas exonérés de responsabilité. Donc il y a des poursuites, même si c'est complexe, qui peuvent être possibles. Ils n'ont pas une immunité parce que simplement ils sont des contractants du Pentagone. Donc je suis un tout petit peu surpris qu'on ne développe pas un petit peu plus cela. Moi je considère qu'ils n'ont pas d'immunité de ce point de vue et qui sont donc éventuellement l'objet de poursuites possibles. Alors, Ronnie Broman, vous vouliez aussi prendre la parole sur cette même question. Je vous en prie, et après on fera réagir les experts. Oui, il me semble qu'on voit là quelque chose qui a déjà été dit, mais qu'on ne cessera de retrouver au fil des réflexions et des opérations en cours, c'est-à-dire le décalage entre le droit et le fait. Sans doute n'y a-t-il aucune immunité derrière laquelle peuvent s'abriter ces gens-là, mais de fait, ils savent qu'ils peuvent agir en toute impunité. Il y a donc là quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un processus politique. À un moment ou à un autre, ça va devenir insupportable. À un moment ou à un autre, cette situation va craquer. On n'est pas installé dans l'éternité des temps, mais pour l'instant, c'est en effet comme ça. Mais donc par rapport à cette... c'était ce que je voulais dire sur le décalage. Mais il me semble qu'il faut éviter les attitudes qui pêchent un peu par nostalgie, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la question de l'État-nation, de son affaiblissement. Mais quand on se réfère à Weber et au monopole de la violence, il faut quand même se rappeler que ça n'est pas une description historique que faisait Weber. C'était une description normative. Il fait de l'État l'entité qui a, par définition, le monopole de la violence légitime. Mais il ne dit pas que dans l'histoire, ce sont les États qui ont utilisé la violence et eux seuls. Et si on avait ça en tête, on ne comprendrait pas une bonne partie de l'histoire des guerres, et en particulier de l'histoire contemporaine des guerres. Donc s'il y a en effet une accélération et des formes de privatisation nouvelles, c'est une nouveauté dont il ne faut pas qu'il faut avoir en tête, ça n'est tout de même pas une nouveauté aussi radicale. Et par exemple, les puissances coloniales, les guerres de libération nationale ont mis en œuvre des acteurs privés de violence, après tout la France, les harkis et bien d'autres aspects des guerres que nous avons les uns et les autres, les anciennes puissances coloniales menées, ont fait considérablement appel aux acteurs privés. Et nous-mêmes, Philippe le rappelait à juste titre, les humanitaires, nous nous sommes servis d'acteurs privés de violence. Quand on rentrait en Angola dans les zones UNITA, en Afghanistan, au Salvador, la demi-douzaine de pays dans lesquels des organisations humanitaires opéraient clandestinement étaient rejoints grâce à la protection active de groupes armés privés. Moi, à chaque fois que je suis allé en Angola, en Afghanistan, au Salvador, c'est avec des groupes armés. J'ai même voyagé sur des convois de munitions, avec des choses que la morale humanitaire fait mine de réprouver, mais avec laquelle il faut bien composer si on veut faire quelque chose. Donc il faut, je pense, pour envisager du point de vue, encore une fois, c'est d'un point de vue d'acteur humanitaire que je parle, pas d'un point de vue d'analyste global, mais de notre point de vue, il faut aussi envisager les continuités, les formes de... et pas trop se lamenter là-dessus. En plus, quand même, d'un point de vue général, même si c'est difficile à évaluer, le niveau de violence globale diminue, le niveau de violence de conflits armés diminue. Il y a moins de conflits armés aujourd'hui qu'il y en avait. Ils sont plus sonores, ils sont plus visuels, ils sont plus présents, en tout cas pour une partie d'entre eux. Mais il y en a moins. Il y a moins de pays traversés par des guerres aujourd'hui que dans les années 90 et 80. Il y a moins de victimes de guerre aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Donc alors c'est peut-être pas rassurant pour les organisations humanitaires qui voient une partie de leur clientèle s'évaporer, mais c'est quand même un signe encourageant. Voilà. Et puis je voulais, par rapport, juste une dernière remarque,
parmi les acteurs, les entrepreneurs de violence privés, non étatiques, dont on avait parlé, dont la liste que j'avais moi aussi contribué à établir, il y en a une que j'ai oubliée dans mon intervention précédente, que je voulais juste rappeler, qui sont, et Pierre Micheletti l'a évoqué, ce sont les forces de l'ONU. Les casques bleus en opération, on va peut-être le voir au Tchad, j'espère que non, mais enfin c'est pas tout à fait impossible. On va peut-être le voir au Darfour, tout le monde espère que non, mais ça n'est pas impossible. Eux aussi sont à un moment ou à un autre des entrepreneurs de violence, et ce sont des soldats en armes. Et je me rappelle que la première difficulté que Médecins sans frontières a eue avec, à la suite d'une attaque qui avait été dirigée contre une installation de MSF, d'ailleurs une installation conjointe MSF Action contre la faim, c'était avec l'ONU, et c'était en Somalie. Un hélicoptère avait balancé un missile dans le jardin de la maison conjointe de Médecins sans frontières et d'Action contre la faim. Ça avait provoqué un mort, 8 blessés. C'était une erreur de tir, naturellement, ce n'était pas une stratégie de terreur. Mais le problème que nous avions eu, dans le recours que nous avions engagé, c'était que l'ONU se défendait en disant qu'il n'était pas lié par le droit international, que le DIH n'était que l'affaire des États, et qu'eux-mêmes n'en relevaient pas. Donc on avait là une instance interétatique qui s'estimait libre de toutes les obligations qu'impose le droit international humanitaire. Depuis, les choses ont évolué, mais je crois que maintenant, ça n'est plus le cas. Mais enfin, c'est pas si vieux que ça, la Somalie, et je trouve important de réhistoriciser tout ça, parce que ça nous permet de saisir les phénomènes dans leur évolution et pas de façon figée. Merci. Je voudrais peut-être me tourner vers Jean Renouf pour savoir quelles sont les solutions pour la protection des humanitaires. Par rapport, bien sûr, au CSP. Peut-être pas être ambitieux à ce moment-là, je vais peut-être pas apporter des solutions maintenant, tout de suite, des réponses globales. Ouais, par rapport au CSP. Multiplicité de problèmes. Alors, par contre, j'aimerais répondre à votre question tout à l'heure, si les humanitaires utilisent des sociétés de sécurité privée ou pas. Oui. Donc, effectivement, M. Richman l'a très bien expliqué, ils utilisent un petit peu contre gaieté de cœur des entités armées, et parfois, effectivement, ce sont des sociétés de sécurité privée. Mais il faut cependant souligner qu'en général, les ONG, tant européennes, continentales, et donc françaises dans la salle, je l'imagine, vont se sentir particulièrement visées, qu'anglo-saxonnes, mais de moindre mesure. Donc les ONG hésitent à utiliser un quelconque type d'acteur armé, tout simplement pour des raisons de principe d'une part, mais également pour des raisons financières. Oui, parce que ça a un coût. Effectivement. Les Nations Unies, de leur côté, ont un discours un petit peu hypocrite. C'est-à-dire que lorsqu'on les rencontre à New York, ils nous disent non, on n'utilise pas de société de sécurité privée, c'est contre notre éthique. Cependant, lorsqu'on va sur le terrain, on constate tout à fait qu'ils en utilisent, ça dépend des terrains, mais ils utilisent des sociétés de sécurité privée, pas forcément pour une protection armée, mais qui inclut les protections armées. Ça peut être également pour la logistique, ça peut être aussi pour la fourniture d'informations, etc. Et pour répondre à la question de Nathalie Irlemont concernant les SSP qui font des activités d'assistance, effectivement, moi je n'ai rencontré plusieurs, qui sont en Irak, en Afghanistan. Alors je ne dis pas qu'elles font des activités humanitaires, dans le sens où elles ne respectent pas les principes humanitaires. Il ne faudrait surtout pas contribuer à la confusion en disant qu'elles font de l'activité humanitaire. Par contre, effectivement, elles font des activités d'assistance. Effectivement, elles distribuent des couvertures dans des hôpitaux, dans des orphelinats, elles distribuent de la nourriture, etc. Mais comme certains contracteurs me l'ont dit, ils le font essentiellement pour se faire bien voir. Évidemment, au niveau individuel, les gens, ils le font de bon cœur, ils sont heureux de le faire. Mais l'entreprise elle-même le fait pour raison tactique. Obtenir de l'information, se faire bien voir, et comme l'un me l'a avoué, suite à l'assassinat de civils dont ils étaient responsables la veille dans une zone, ils étaient retournés le lendemain pour distribuer des livres et de la nourriture pour se faire un petit peu pardonner, parce que c'était une zone dans laquelle ils circulaient fréquemment. Donc la question que je pose aujourd'hui, pour revenir maintenant sur le propos de M. Richman, effectivement des règles de droit existent, mais comment les appliquer sur le terrain? Comment les appliquer dans un pays en guerre, dans une zone de non-droit? Et une question peut-être que je pose aux humanitaires aujourd'hui, étant donné que ce sont les membres de la société civile qui sont effectivement présents sur le terrain, pensez-vous que les humanitaires ont éventuellement un rôle, une responsabilité à jouer dans la mise en application, ou plutôt la surveillance d'une certaine manière de cette mise en application du droit par ces sociétés de sécurité privées? Merci.